va commencer avec le docteur Caroline Mahler, qui est médecin radiologue à l'Institut Curie et qui est spécialisée dans l'imagerie mammaire et gynécologique, si je ne me trompe pas, et qui va donc nous parler de la détection précoce dans la rechute. Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Je suis médecin radiologue spécialisé en scénologie. Donc, effectivement, moi, je vais plutôt traiter l'aspect de la rechute locale. Et donc, je vais me concentrer sur le cancer du sang. Alors, d'abord, je voudrais commencer par dire que la prévention de la rechute, ça commence dès le bilan initial du premier cancer. Et beaucoup se joue à ce moment-là. Et la qualité de ce bilan, eh ben, elle détermine le traitement et elle protège de la récidive si elle est, au rendez-vous. Donc, notamment, la crainte au bilan initial, c'est de méconnaître des lésions multiples. Et on sait que grâce au recours à l'IRM préopératoire, ça a été démontré dans un essai avec une méthodologie rigoureuse, eh bien, on arrivait à réduire le risque de récidive locale tout en donnant l'accès au traitement conservateur à des patients qui précédemment auraient probablement dû subir une mastectomie totale. Donc la chirurgie conservatrice mammaire, elle est rendue possible par l'utilisation de l'IRM. Il y a un autre enjeu au bilan initial qui protège de la récidive, c'est de ne pas méconnaître un carcinome canalaire in situ extensif. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand une patiente qui se présente avec une masse ici, un carcinome invasif, souvent il s'est développé après des années de développement d'un carcinome in situ, c'est-à-dire un développement de cellules cancéreuses, mais qui sont limitées aux canaux galactophores. Et dans certaines circonstances, donc autour d'une masse principale qui se révèle, il y a une partie de la tumeur qui est limitée dans les canaux et qui est très étendue dans le sein. Et ça, on sait que c'est un facteur de survenue de récidive à l'issue du traitement. Et ça va avoir une importance de le mettre en évidence, puisque ça va permettre d'adapter la chirurgie et donc de protéger la patiente dans le futur. Alors, de quoi on dispose pour essayer de se prémunir de ça? Vous avez ici donc une patiente qui avait, vous voyez, ce sein très dense. Donc, c'est difficile pour nous de circonscrire une tumeur qui est présente. Et elle est ici représentée par un petit clip, c'est un petit repère en métal qu'on en place après la biopsie. Et grâce à l'IRM, on peut améliorer la détection de ce carcinome in situ. Vous voyez ici que cette patiente, donc ici, c'est sa tumeur principale pour laquelle elle a été adressée. Et on s'aperçoit à l'IRM qu'en fait, il y a une composante in situ beaucoup plus étendue et dont on va pouvoir tenir compte et adapter la chirurgie pour être sûr d'enlever toute la maladie. Ici, un autre aspect de ça, c'est un autre exemple d'une patiente qui a une masse, je pense que vous reconnaissez tous assez facilement ici dans le sein gauche. Alors, c'est un petit peu plus difficile, après ça demande un peu un œil expert, mais il y a des petites calcifications, c'est des petits dépôts blancs qui sont à peine visibles. C'est pour ça qu'il faut travailler en agrandissement et avoir une excellente qualité de mammographie, mais je m'aperçois ici qu'à l'écran, vous le voyez bien. Donc, c'est ces petits dépôts ici qui peuvent là aussi faire penser que les lésions vont bien au-delà de la masse initialement connue. Et vous voyez qu'on dispose actuellement d'outils de détection assistés par l'intelligence artificielle. Et ça, c'est un cas de la vie courante, c'est des choses qui sont déployées. Vous avez l'outil d'IA qui effectivement caractérise très bien la masse, qui la caractérise comme suspecte, mais qui détecte au-delà même des calcifications d'autres petits nodules. Et donc, on est bien face à des lésions multiples qu'il va falloir prendre en charge. Alors, si on se place maintenant après le traitement d'un cancer dans la surveillance, on sait que la mammographie annuelle qui est proposée après un traitement conservateur du sein, elle a des performances qui sont inférieures à celles de la mammographie standard utilisée en dépistage. Elle a une sensibilité, c'est-à-dire une capacité à détecter un cancer qui est moins bonne. Et puis, il y a une plus haute fréquence des cancers d'intervalle. Les cancers d'intervalle sont des cancers qui interviennent entre 2 tours de dépistage. Ça veut dire que ça ne va pas détecter sur un tour de dépistage. Et avant qu'on ait pu faire le dépistage suivant, eh bien la tumeur apparaît, se révèle cliniquement. Donc ça, c'est un indicateur qu'on a méconnu une lésion, qu'on n'a pas été capable de le mettre en évidence à l'imagerie. Et on sait que dans la surveillance des femmes traitées, ils sont plus fréquents. Autre différence par rapport à la mammographie d'avant-cancer, la probabilité de malignité d'une masse qui apparaît dans un sein traité, elle est très supérieure.
Mais un autre aspect, c'est qu'on a des cicatrices qui peuvent aussi inquiéter, donner des images irrégulières, donner des prises de contraste. Et donc, on va faire des faux positifs, c'est-à-dire qu'on va dire qu'il y a une anomalie, alors qu'en fait, il s'agit de cicatrices et de modifications bénignes qu'on va inquiéter à tort. Alors, assez souvent, les signes de récidive, ils sont assez proches de l'aspect du premier cancer. Donc, on va souvent avoir une présentation assez similaire. C'est pas 100%, mais c'est assez fréquent. Donc, par exemple, si c'est des calcifications qui avaient révélé le cancer, assez souvent, ça va être aussi le signe de récidive et ça va être souvent dans la même topographie. Ici, vous avez le cas d'une patiente qui a été traitée en 2013 pour cette petite masse qu'on voit ici, hein, ce rond noir ici sur l'image échographie. Vous avez ici le repère, donc, qui est le fil guide que suit le chirurgien pour enlever cette lésion qui n'était pas palpable. Donc, vous voyez qu'elle est ici. Et voilà son mode de récidive des années plus tard. Vous voyez que c'est très ressemblant, c'est proche de la cicatrice. Et ça, c'est assez courant. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que 40% des récidives locales, elles sont diagnostiquées en mammographie et seulement 15% à l'examen clinique dans cette étude, et que les récidives qui sont diagnostiquées par l'imagerie et pas par les symptômes, ils sont associés à un meilleur pronostic. Donc c'est vraiment important d'avoir ce suivi par imagerie et de ne pas attendre qu'il y ait un symptôme clinique pour consulter quand on a été traité. Là aussi, vous avez cette étude qui a évalué la différence entre les récidives qui sont diagnostiquées avant les symptômes et ceux qui sont après. Et on voit que le risque de décès par cancer, il est très inférieur quand la récidive est détectée tôt, avant qu'elle donne des symptômes. Un autre aspect, c'est qu'il y a quand même une certaine proportion de cas qui sont uniquement révélés par l'examen clinique et par les symptomatologies. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi être examiné et signaler des anomalies cliniques, surtout quand elles sont apparues, qu'elles sont nouvelles chez les patients qui se connaissent et qui sentent qu'il y a une modification dans leur sein. Quelles sont les évolutions technologiques? Donc, on dispose de la tomosynthèse, qui est une mammographie 3D, on pourrait dire ça. C'est une mammographie qui fournit des coupes fines. Alors, ce n'est pas spécifié dans la plupart des recommandations, mais on sait qu'en dépistage initial, ça améliore énormément les performances de la mammographie et ça se confirme aussi dans la surveillance des seins traités. Là aussi, ça va baisser les faux positifs, c'est-à-dire que ça va aider à reconnaître les fausses images, les cicatrices qui finalement s'avèrent bénignes, avec un taux de détection de cancer qui est équivalent. On a une limite, c'est que pour les cancers de l'intervalle, donc c'est-à-dire ces cancers qui sont méconnus, finalement, on reste avec le même taux qu'en mammographie standard. Donc là, ça veut dire que pour ces cancers qui surviennent entre deux examens de dépistage, il faut peut-être des méthodes d'imagerie un petit peu différentes. Ici, vous avez un exemple d'une patiente qui a un sein assez dense et qui est très remanié par les traitements. Donc, c'était un petit peu ambigu. On se demandait s'il y avait une masse ici, mais elle n'était pas du tout retrouvée dans l'autre plan. Et je vous montre à quoi correspond une tomosynthèse. Alors, en mode présentateur, ça ne fonctionne pas. Je vais voir si je peux quitter le... Bon, je vous le remontrerai plus tard si on attend. Ah ben voilà, c'est passé. Donc, vous voyez, c'est vraiment une révolution dans la mammographie, puisque maintenant, on sort de la 2D, c'est-à-dire qu'une image figée, où tout le volume est projeté en une seule image, pour avoir vraiment des coupes millimétriques. Et vous voyez qu'ici, on individualise beaucoup plus facilement une masse qui est au centre de la cicatrice, avec ces prolongements étoilés ici, qui sont caractéristiques de la récidive. Une autre modalité nouvelle et qui est intéressante, c'est l'angiomammographie. C'est-à-dire qu'à la mammographie habituelle, on va ajouter l'injection d'un produit de contraste. C'est l'injection d'un produit équivalent à ce qu'on utilise au scanner et qui va sensibiliser la mammographie. En fait, on a des acquisitions en mammographie avec des énergies différentes. Vous avez ici un cliché habituel, ici un sein traité, donc qui est là aussi assez remanié, un petit peu difficile d'analyse. Et avec la combinaison des énergies, on arrive à n'individualiser que les zones qui captent le produit qu'on a injecté. Ici, vous voyez, tout le tissu normal est supprimé, effacé, et on voit ici la récidive qui était dans une zone un petit peu difficile d'accès du sein traité. Donc ça, c'est une alternative qui est validée à l'IRM. C'est quelque chose qui est facile à utiliser chez les patients âgés qui ont des contre-indications ou des difficultés à subir une IRM, et ça améliore la sensibilité et la détection de cancer.
L'autre aspect, c'est peut-être même essayer d'arriver avant la détection de la récidive. Est-ce qu'on peut la prédire? Et est-ce qu'on peut donc adapter la surveillance à un risque, soulager les patientes qui ont de faibles risques de récidive d'une surveillance trop intensive ou au contraire, surveiller de plus près les patientes à haut risque? On sait donc parmi les facteurs qui sont associés à la survenue de cancers, là aussi non dépistés par la mammographie, donc qui ont vraiment un enjeu important pour nous, il figure la densité mammaire. Hein. La densité mammaire, vous savez que c'est aussi un élément de risque euh, connu de cancer du sein. Et on manque encore d'outils pour les patientes traitées, mais on sait que chez les patientes indemnes, en dépistage initial, l'analyse par intelligence artificielle de la structure du sein, de sa densité, de son hétérogénéité, permet d'évaluer le risque de cancer à moyen terme, souvent à 5 ans dans les études qui sont réalisées, et que ça a des performances qui sont meilleures qu'un certain nombre de modèles qui sont pourtant voilà, assez diffusés et utilisés en pratique clinique. D'autres aspects, c'est par exemple de prédire la récidive pour adapter les modalités d'imagerie. Dans cette étude, là aussi, ce n'est pas consacré au sein traité, mais il faudrait que ce soit adapté. Chez les patientes qui sont en dépistage, c'est individualisé dans l'image mammographique s'il y a des facteurs qui peuvent indiquer que la patiente va bénéficier d'une IRM complémentaire et donc ne proposer l'IRM qu'à celles qui en auraient vraiment besoin. Voilà, donc pour conclure, la récidive locale, c'est vraiment un enjeu majeur de l'imagerie mammaire et sa prévention, ça commence dès le bilan initial et c'est pour ça que c'est vraiment important que ce bilan soit revu en centre expert et qu'il soit complet. Il y a des progrès importants des modalités d'imagerie, de l'intelligence artificielle qui vont certainement bientôt arriver. En tout cas, c'est l'objectif de raffiner et d'adapter la surveillance aux risques des patientes. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas, ah, ça marche. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ah oui. Beaucoup. Tout d'abord, merci docteur. Et juste une question qui va paraître peut-être stupide, mais ça fait un moment que je me la pose. Quand on a une réparation du sein, est-ce qu'on peut récidiver ou pas? Vous parlez d'un lambeau, d'une reconstruction mammaire? Ouais, C'est rare, mais c'est pas impossible. c'est pas Ça peut impossible. arriver, mais c'est quand même dans des pourcentages très faibles. Mais ça veut dire qu'il faut effectivement continuer à être examiné et suivi régulièrement. Ah, il y a une autre question. Oui, je vais en profiter pour prendre une des deux questions qu'il y a à distance. Donc, l'IRM mammaire doit-elle être systématique pour les cancers lobulaires? Alors, les référentiels nous disent que non, c'est pas systématique. Ils replacent les conditions cliniques au centre, c'est-à-dire la problématique dans les carcinomes lobulaires, c'est de savoir s'il n'y a pas une lésion, des lésions additionnelles, si la taille tumorale n'est pas plus grande que ce qui est évalué. Et ça, effectivement, s'il y a la moindre crainte, l'IRM est totalement recommandé. Donc, voilà, les recommandations se mettent plutôt dans une perspective de s'il y a un doute sur le nombre de lésions, sur la taille tumorale, s'il y a une discordance qui fait penser que les lésions sont plus avancées, l'IRM est totalement indiqué. D'accord, merci. Je viens compléter, merci beaucoup docteur pour votre présentation. Je viens compléter la question de madame. À l'inverse, quand on a une mastectomie totale d'un sein, comment en fait on surveille justement la récidive? Est-ce qu'il peut y avoir une récidive localement à cet endroit? Et alors peut-être que vous allez réussir aussi à répondre à une question que je me posais ce matin. Quel est le risque aussi de récidive quand on a eu une réponse complète à la chimiothérapie en néoadjuvant? Merci. Alors, donc pour la mastectomie totale, la surveillance est clinique, c'est-à-dire comme la paroi thoracique est fine, il faut examiner et consulter, ou en tout cas où les médecins examinent la paroi thoracique. Et habituellement, les récidives sont bien palpables, ne posent pas de difficulté, il n'y a pas besoin d'imagerie pour surveiller une paroi thoracique. Autre question sur la réponse complète?
Alors, ça dépend du sous-type tumoral. On sait que la réponse complète, elle a une forte valeur pronostique dans les triples négatifs et les tumeurs HER2 positives, si ça vous dit, si ça vous parle. Enfin, sur certains paramètres, certaines tumeurs, on sait que la réponse complète est plus informative que dans d'autres tumeurs. Donc, ça dépend un petit peu du type tumoral. Et ça n'empêche pas qu'il faut être surveillé de toute façon de manière annuelle. Sur les mammographies après cancer, parfois il y a les microcalcifications qui apparaissent et qui se condensent et ça finit par faire une petite fleur et même parfois une petite boule. Et on n'en parle pas du tout. Et justement, j'en ai parlé avec ma gynécologue qui me dit oui, parfois on sent la petite boule. J'en ai jamais entendu parler en dehors de la question que j'ai posée à ma gynécologue. D'accord. Alors, je vais répondre à la question aussi qui est en ligne, parce que c'est la même thématique, ce qu'on appelle la cytostéatonécrose, c'est-à-dire la calcification liée aux modifications de la graisse dans la cicatrice. Alors, vous dites qu'on n'en parle pas. Nous, on a l'expérience de devoir beaucoup relire de mammographies de patientes qui sont alertées parce qu'il y a des calcifications qui apparaissent dans la cicatrice et que ça inquiète beaucoup. Et nous, on a un travail important de revoir ces dossiers, de les comparer et de rassurer, de dire que non, ce sont des simples calcifications cicatricielles. Donc voilà, ça dépend un petit peu d'où on se place, mais bon, si c'est pas détaillé, c'est que le médecin n'est pas inquiet et c'est à juste titre. Si c'est la... Ah. C'est juste ça, Mm. c'est pas tellement une réponse que l'on peut attendre. C'est vrai. Bonjour, merci beaucoup. J'ai 2 questions en une, mais elles sont très rapides. Vous avez dit c'est une alternative à l'IRM, Mammographie, c'est ça, ouais. Est-ce que c'est aussi efficace que l'IRM? Alors, sur la tumeur index, c'est-à-dire quand on parle d'index, c'est la tumeur principale, oui, c'est équivalent. Dans certaines études où on a fait des cartographies pour aller voir s'il y a des petites lésions additionnelles, justement, ça peut être un tout petit peu moins sensible. C'est-à-dire peut-être un petit peu moins sensible à trouver d'autres petits foyers que l'IRM. Ça, c'est un inconvénient. Un avantage, c'est que c'est ce qu'on appelle plus spécifique, c'est-à-dire que ça montre moins de ce que je vous ai défini, les faux positifs. Ça alerte moins sur des fausses prises de contraste qui s'avèrent bénignes. Donc c'est Parce que vous avez parlé aussi d'IRM préopératoire avant, du coup, je n'arrivais pas à voir la différence entre IRM préopératoire et angiomammographie. L'IRM et l'angiomammographie, c'est 2 techniques et elles peuvent s'utiliser en surveillance ou avant la chirurgie, Ok. alternativement. Mon autre question, c'est vraiment une question bête, pardon, mais c'est quoi exactement densité mammaire? C'est la taille des seins? Non, C'est c'est quoi? Je sais pas ce que c'est. c'est le caractère, c'est le caractère plus ou moins dense, plus ou moins opaque. C'est-à-dire que À l'intérieur, c'est ça? oui, c'est ça exactement. Et ça, on peut pas le structure savoir. et selon qui se laisse plus ou moins. Mais comment savoir si nous avons des seins denses ou pas, en fait? Alors en théorie, ça fait partie du compte rendu radiologique. Ah, ok, d'accord. Densité ABCD. Par exemple, je vous montre celui-ci là. Là, vous ne regardez pas l'angio, mais à droite le sein. Il est très dense, il est très blanc. D'accord. D'accord. Donc vous voyez qu'ici, la prise de contraste, elle est un peu masquée là. En tout cas, la zone de cancer, finalement, elle est un peu masquée par le Ah. reste du sein. Alors que, je ne sais pas si j'ai un sein. Voilà, celui-ci, il est beaucoup plus noir parce qu'il est graisseux. Ok. Les seins qui sont riches en graisse sont plus noirs, donc on a un contraste, on a une capacité de détection qui est meilleure. Et donc, il y a une codification par lettre de ça? Parce que moi, je ne Normal, connais pas. dans les bonnes pratiques que ce soit indiqué dans le compte rendu radiologique, oui. Ok, je connaissais pas, merci. Ça, c'est vrai que c'est une vraie bonne question. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, avant d'avoir la première imagerie, on ne sait pas d'avance si on a des seins denses ou pas denses, parce que c'est pas lié à la taille, etc. Il y a un peu un lien avec l'âge, peut-être que vous allez pouvoir repérer. Mais moi, j'ai du coup une dernière question un peu basique, mais j'allais dire, avant d'être malade, pour beaucoup d'entre nous, on va rentrer dans un circuit de surveillance avec le dépistage organisé, avec des cabinets de radiologie qui sont, j'allais dire, référencés pour pouvoir faire ce dépistage, donc avec des machines, j'allais dire, contrôlées et un savoir-faire. Est-ce que du coup, quel que soit, je dirais, l'endroit où on habite, justement, pour le suivi radiologique après un cancer, on se tourne vers le même type de centre? Est-ce qu'il y a j'allais dire, des réseaux particuliers, ou est-ce que ça peut être le même endroit que pour le dépistage, ou est-ce qu'il y a d'autres critères ou machines qu'on doit rechercher particulièrement?
Alors, c'est une question importante. Je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il faut forcément aller dans un centre expert pour sa surveillance. Il y a plein de centres qui travaillent très bien. Par contre, il faut éviter le nomadisme. Ça, c'est sûr que changer de cabinet d'une année sur l'autre, arriver avec sa mammo, pas sa mammo, et enfin, les diagnostics tardifs de récidive, on en voit quand même où effectivement il y a eu des comparaisons qui n'ont pas été faites. Donc, avoir voilà, un suivi, être sûr que le radiologue va bien comparer à la mammographie, mais aussi à celle d'avant, c'est très important. Donc un message tout simple, essayer de garder donc le même cabinet quand on déménage pas trop souvent, et puis rapporter ces clichés. Parfois on se dit ouais bah tant pis, on doit avoir ça dans le compte rendu, mais vous avez besoin d'avoir nos anciens clichés. Donc ça, je pense que c'est important de le rappeler. Merci beaucoup. Je veux juste aborder une question qui vous paraîtra peut-être idiote, mais je l'ai vécue. Est-ce que la position de la tumeur dans le sein, vous avez parlé d'asymétrie entre les deux seins, mais est-ce que la position de la tumeur dans le sein peut prédire d'un risque de rechute collatérale? Alors, la position, par exemple, proche du mamelon, on sait plutôt que c'est associé à des atteintes ganglionnaires un petit peu plus fréquentes, ou les atteintes, voilà, on sait que c'est dans la migration ganglionnaire que ça peut avoir un impact, et effectivement, donc indirectement sur le Ça s'est pronostic. vérifié. Ouais. Merci beaucoup. Et on accueille maintenant le docteur Romain David Sévan, qui est médecin nucléaire à l'Institut Curie, et qui va aussi nous parler d'imagerie, mais plus corps entier, avec le développement de radiotraceurs notamment. Merci beaucoup. Donc oui, moi je travaille dans le service de médecine nucléaire sur le site de Saint-Cloud et je vais vous parler de TEP scan ou de PET scanner. C'est un terme qui vous est probablement un peu familier, et notamment son rôle dans le cadre de la rechute. Donc évidemment, la détection précoce de la rechute est super importante. Ça impacte évidemment le pronostic et toute la suite de la prise en charge qui en découle. Ça évite les retards de diagnostic et ça limite aussi l'anxiété des patients et des patientes. Ma présentation est une présentation pas uniquement basée sur le cancer du sein, mais de façon un petit peu globale sur l'oncologie. Et je vais vous parler donc de médecine nucléaire, qui est une imagerie fonctionnelle non invasive. On fait juste une prise de sang, il n'y a pas de biopsie, il n'y a pas de choses vraiment invasives. Et son rôle, c'est donc d'observer le fonctionnement des cellules tumorales. Et vous allez voir de plus en plus de regarder aussi ce qui se passe autour des cellules tumorales, parce que le cancer autour, en fait, il y a beaucoup de mécanismes qui favorisent ou non le développement du cancer localement, mais aussi à distance avec le développement des métastases. Donc le TEP scanner en pratique, c'est un examen qui est un tout petit peu complexe, qui combine deux examens. C'est un examen qui est un examen TEP, qui utilise les propriétés de la radioactivité, avec un radiotraceur qui est injecté par voie intraveineuse et qui vient donc diffuser dans l'ensemble du corps. Cette radioactivité est captée, elle est capturée avec l'imagerie TEP. L'autre imagerie, c'est l'imagerie TDM, on appelle ça le scanner, qui permet en fait, avec des rayons X, de connaître l'anatomie de l'ensemble du corps. Donc on voit les poumons, le foie, les structures osseuses, le cerveau, ainsi de suite. Et donc en fait, le TEP scanner, c'est un examen qui combine les deux. On a une double information. On a une information avec l'imagerie TEP et le radiotraceur, et l'information anatomique avec le scanner. Donc ça en fait un examen qui est extrêmement précis, qu'on utilise à plusieurs temps dans le cadre de la maladie, évidemment au moment du diagnostic initial, pour faire ce qu'on appelle le bilan d'extension, savoir si la maladie est localisée ou bien s'il y a des métastases à distance, pour connaître aussi l'efficacité du traitement, c'est-à-dire qu'on fait un premier examen avant le début du traitement, et au cours du traitement, on va être amené à reproduire l'examen pour voir si les choses s'améliorent ou si malheureusement elles ne s'améliorent pas. Et c'est la thématique du jour, c'est détecter une rechute. C'est-à-dire que dès qu'il y a une suspicion de rechute, à un endroit ou à un autre, on peut proposer de faire un examen pour voir exactement s'il y a effectivement une rechute et si oui, à quel endroit elle se situe pour éventuellement guider un traitement. S'il y a juste une anomalie à un endroit, on peut envisager un traitement local comme une radiothérapie, une radiofréquence, une cryoablation, ainsi de suite. Si la maladie est plus étendue, il faut envisager un traitement plus global comme une chimiothérapie, une immunothérapie, une thérapie ciblée.
Pour ce qui est de la radioactivité, donc on utilise des faibles doses de radioactivité. Ça ne doit pas faire peur. Pour le diagnostic, c'est vraiment des toutes petites doses qu'on injecte par voie intraveineuse et qui viennent donc se fixer sur les cellules cancéreuses et parfois avec d'autres traceurs sur les cellules qui sont juste autour. Ce ne sont pas les cellules cancéreuses elles-mêmes, mais les cellules qui sont juste à côté. Et donc on considère que s'il y a du radiotraceur à un endroit, c'est que juste à côté, il y a de la tumeur. Le radiotraceur qui est le plus communément utilisé, c'est le fluorodésoxyglucose, c'est le FDG. Et en fait, c'est du sucre qui est très faiblement radioactif, tout bêtement parce qu'un cancer, et avec les cellules cancéreuses, consomme plus de sucre qu'un organisme qui fonctionne plus naturellement et qui ne consomme pas autant de sucre. En termes de sécurité, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de danger à avoir. Le TEP scanner, c'est pas dangereux, malgré tous les warnings que vous pouvez voir dans les services de médecine nucléaire. Les doses sont de plus en plus faibles et il y a des mesures de radioprotection. Les choses sont bien encadrées, donc il n'y a pas de stress à avoir. En termes d'innovation, j'ai divisé ça en 3 grands groupes pour que ce soit très clair. La première, c'est qu'on va utiliser des nouveaux radiotraceurs avec des cibles qui sont très particulières et qui vont répondre à une question clinique précise. Premier exemple, c'est le fluoroestradiol. C'est en fait un radiotraceur qui vient se fixer sur le récepteur œstrogénique. Donc lorsque l'examen est positif, on peut en déduire qu'il y a au sein de la tumeur une expression des récepteurs œstrogéniques, ce qui est particulièrement intéressant parce qu'il y a des médicaments qui viennent bloquer ces récepteurs. Donc on sait que s'il y en a, on peut les cibler et on peut avoir une efficacité en termes de traitement. Pour le cancer de prostate, il y a un autre traceur qui est connu maintenant et utilisé en routine qui s'appelle le PSMA, qui est un examen qui est utilisé dans le cadre de la rechute. Le PSA, qui est un antigène libéré dans le sang qui permet de détecter une éventuelle rechute. Lorsqu'il atteint un niveau significatif, on peut proposer de faire l'examen pour voir exactement où se situe la rechute et adapter le traitement. Et le dernier exemple, c'est le TEP au FAPI. Je vous l'avais dit tout à l'heure, en fait, on peut cibler les cellules tumorales, mais on peut aussi cibler les cellules qui sont autour des cellules tumorales et qui les aident à être plus méchantes. Et il y a parmi elles des fibroblastes, donc qui sont vraiment accolés aux cellules tumorales et qu'on peut cibler avec ce radiotraceur appelé FAPI et qui a un intérêt tout particulier parce qu'il est associé à la résistance à l'immunothérapie. Donc quand il y a beaucoup de fibroblastes, l'immunothérapie, ça marche moins bien. Donc avec notre imagerie, on peut détecter ces fibroblastes et lorsqu'il y en a, on peut s'attendre à un bénéfice moindre de l'immunothérapie. Donc voilà pour les radiotraceurs. Je ne vous ai pas énuméré toute la liste, mais c'est les 3 les plus flagrants. Le deuxième axe, c'est donc, en fait, on a des machines qui sont de plus en plus performantes, des imageries TEP et des imageries scanner. Donc ça permet de faire des diagnostics encore plus sensibles. On a une résolution dans l'image qui est de plus en plus forte et aussi des examens qui sont de plus en plus courts. Pour vous donner un ordre d'idée, un TEP scanner, il y a quelques années, ça durait 25 minutes, 30 minutes. Aujourd'hui, on peut faire des examens en 2, 3, 4, 5, voire 10 minutes grand maximum. Le dernier aspect, c'est l'intelligence artificielle. Donc là aussi, c'est un grand mot, mais nous, en fait, on sait exactement comment l'utiliser et comment on peut répondre aux questions pour aider les patients. Ça peut évidemment aider pour l'interprétation des images. Il y a parfois des choses qu'on rate. L'intelligence artificielle permet de rattraper certaines choses en disant « Ah, là, il y a quelque chose, il faut explorer » et c'est une sorte de secours. L'autre aspect qui est super intéressant, c'est qu'avec l'intelligence artificielle, on peut prédire la rechute avant même d'avoir débuté le traitement. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, on est capable, chez certaines patientes ou chez certains patients, de dire ce patient a un risque plus élevé de rechute que cet autre patient, grâce à l'intelligence artificielle et grâce à des modèles statistiques élaborés. En termes de perspectives, donc là, elles sont vraiment nombreuses et elles sont autour de ces 3 axes, évidemment. Donc le premier axe que j'ai énuméré, c'est une médecine plus précise. Donc en fait, l'idée, c'est de personnaliser l'imagerie pour chaque patient et pour chaque patiente en fonction de son identité. Comme ça a été évoqué par Caroline, on connaît l'identité de la maladie au tout début, au moment du diagnostic, et grâce à ça, on peut élaborer une stratégie pour la suite, et notamment dans le cadre de la rechute. Donc c'est une évaluation personnalisée
par patiente et par patient qui permet au mieux d'évaluer l'efficacité du traitement et de à la fois prédire et traiter la rechute. Ensuite, il y a une meilleure compréhension de la maladie. L'imagerie, c'est juste un rouage dans l'ensemble de la prise en charge. Et l'intérêt aussi, c'est de se confronter et confronter notre imagerie avec tous les autres corps de métier. Donc on va, chaque jour, il y a plein d'études qui sont publiées et sur des investigations, on combine l'imagerie avec la biologie, avec la génétique, avec la génomique, pour mieux comprendre les maladies et avancer de plus en plus et optimiser la prise en charge. Comme je vous l'ai dit, il y a les nouveaux radiotraceurs, donc ça aussi, ça participe à la meilleure compréhension de la maladie, et ça, c'est vraiment du domaine de l'imagerie. Et le dernier volet, c'est diminuer l'impact radiologique. Comme je vous l'ai évoqué précédemment dans la diapo juste avant, on a des machines qui sont encore plus sensibles, donc on détecte encore mieux. On a des machines qui sont encore plus rapides, avec des examens qui sont encore plus courts, et des doses administrées qui sont chaque jour plus proches de zéro, donc la dose de scanner, et la dose de radioactivité avec nos radiotraceurs. Chaque jour, on diminue pour s'approcher de zéro. On ne sera jamais à zéro, mais l'objectif, c'est d'être le moins irradiant possible et pouvoir proposer des examens le plus en sécurité possible. Ici, je vous ai mis une illustration d'un TEP scanner. En fait, c'est une imagerie dynamique. Donc, vous pouvez voir en fait l'injection et ensuite la diffusion du radiotraceur dans l'ensemble du corps. Donc là, c'est une injection qui est faite au membre inférieur. Et vous voyez, ça part dans l'ensemble du système veineux et ça vient ensuite diffuser dans l'ensemble du corps. Et ensuite, c'est éliminé. Et à la fin, ce que vous voyez, à la toute fin, c'est donc l'élimination au niveau des reins et de la vessie. Cette image vous montre aussi la modernisation de l'imagerie. C'est-à-dire que maintenant, on est capable de faire une imagerie dynamique. On peut avoir en temps réel ce qui se passe dans l'ensemble du corps. Parce que ça aussi, c'est vraiment chouette. C'est que là, vous voyez l'image, c'est vraiment du haut du crâne jusqu'au bout des orteils. Et on fait vraiment un examen qui est vraiment complet de chez complet. Donc en conclusion, j'espère vous avoir convaincu sur le rôle super important de la médecine nucléaire et plus globalement de l'imagerie dans la prise en charge et notamment dans le contexte de la détection précoce de la rechute. Les innovations, l'objectif c'est d'améliorer la précision, que ce soit au moment du diagnostic, pendant le traitement et au moment de la rechute. L'idée est de réduire au maximum l'impact pour les patients de l'autre côté. Et à Curie et ailleurs, il y a une recherche qui est extrêmement active pour essayer de personnaliser la prise en charge et pour chaque patient d'avoir une stratégie bien individualisée. Je vous remercie. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a deux à distance. Ah, ok. Et j'en vois une aussi. Et j'en profite juste parce qu'on parle beaucoup d'IA et de tous ces outils qui sont développés. Et est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez en routine aujourd'hui clinique ou tout est de l'ordre encore de la recherche vraiment? Pour le moment, c'est du domaine de la recherche parce que l'intelligence artificielle a beaucoup de mal avec le fait qu'il y ait deux modalités d'imagerie, le fait qu'il y ait une imagerie TEP et une imagerie scanner. L'intelligence artificielle a beaucoup de mal à gérer ça, d'autant plus que c'est des images avec énormément... C'est une grosse... c'est pas une mammographie. Une mammographie, c'est juste une image. Un TEP scanner, c'est plusieurs centaines d'images. Un scanner, c'est plusieurs centaines d'images. Il faut combiner les deux. L'intelligence artificielle a plus de mal qu'une simple mammographie, où la mammographie, elle arrive à vraiment gérer il y a deux dimensions, il y a juste une image. Nous, on est en 3 dimensions, on a 2 examens et on a plusieurs milliers d'images, en fait. Donc, la complexité est beaucoup plus importante, mais c'est un terrain d'investigation actif, en tout cas. Merci pour cette présentation. Et question pour les patientes, en particulier avec cancer du sein métastatique. Pourquoi certains oncos font la surveillance à 3 mois ou à 4 mois, en général c'est ça, avec un scanner, un simple scanner, et d'autres sont surveillés avec PET scan? Parce que si j'ai compris ce que vous venez de dire, finalement le PET scan étant un 2 en 1,
Et en plus, comme ça s'améliore, parce que sinon c'était 1 heure, on fait l'injection, on bouge pas, et puis après on passe sous la machine. Et puis je suppose que le PET scan doit être plus cher. Mais bon, on va pas rentrer dans des questions financières. Et du coup, moi je suis toujours surprise de voir que les patientes, elles sont pas suivies de la même façon. Et ça pose question, parce qu'on se dit, bah, est-ce que c'est oncodépendant Voilà. Et donc, en plus, ce que vous dites là, bah, nous, on a l'impression qu'il vaut mieux être suivi à coup de PET scan, puisque c'est un 2 en 1 et que c'est précis et que ça avance. C'est une question piège, surtout quand j'ai un Ah non, oncologue à c'est... côté de moi. Ouais. Les patientes, elles sont de plus en plus informées et on va pas s'excuser du truc, hein. Moi, j'ai un parti pris. Je travaille pour l'un et pas pour l'autre. Donc, D'accord. c'est difficile pour moi d'être honnête. C'est peut-être pas le bon terme. Je dirais que c'est. Je suis un peu corrompu parce que je suis d'un côté. Voilà. Non, vous n'êtes pas corrompu, vous êtes convaincu. Mais Convaincu, c'est vrai. non, parce que si un médecin me dit qu'il est corrompu, moi je veux plus le voir. Mais, ouais, non, mais en fait ça pose vraiment question parce que au-delà de mon propre cas, hein, je vois beaucoup de patientes pour un cancer du sein métastatique et il y en a, l'onco, c'est tous les 3-4 mois scanner. Et puis ouais, et si j'ai tout compris, effectivement, moi j'aurais une tendance à vous suivre, dire on fait un PET scan, surtout si ça, Mais, voilà. Juste, je me permets, parce que ça rentre un petit peu en résonance avec une question en ligne. Finalement, c'est aussi cet examen, est-ce qu'il convient à tous les patients, toutes les situations de patients, mais aussi, et ça peut être quelque chose à préciser, est-ce que vous voyez tout, notamment par exemple ce qui se passe dans le cerveau, c'est-à-dire qu'on voit bien que vous pouvez détecter des choses très fines, mais est-ce que voilà, il y a finalement aussi besoin de la superposition ou de l'adjonction de différents examens pour s'assurer de faire un bilan vraiment global? Est-ce que vous pouvez nous C'est préciser ça. Donc en fait, le traceur qu'on utilise le plus souvent, c'est du sucre. Et en fait, le cerveau, par exemple, que vous évoquez, consomme du sucre. Hein, dès qu'on réfléchit, en fait, on a besoin de consommer du sucre. Et du coup, quand on fait l'examen, il y a une consommation de sucre très faiblement radioactive qui est très intense. Donc c'est très difficile de détecter une anomalie à cet endroit-là. Mais on essaie de trouver des traceurs qui, justement, n'ont pas ce problème de physiologie, en fait. C'est-à-dire des traceurs où il n'y aura pas de captation normale au niveau du cerveau. Et dès qu'il y aura une petite anomalie, on la détectera. Donc, dans les traceurs que je vous ai évoqués, je n'ai plus l'image, mais dans les traceurs que j'ai évoqués, il n'y a pas ce problème-là. C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde le cerveau, c'est tout blanc. Alors qu'avec le sucre faiblement radioactif, c'est tout noir. En fait, je ne sais pas si ça vous parle. Je crois que vous parlez de fluorescence, notamment pour ceux qui étaient réceptifs. Par exemple, voilà, oui, par exemple, cet examen-là, au niveau du cerveau, il n'y a pas d'expression physiologique des récepteurs œstrogéniques. Donc, en fait, s'il y a une anomalie à cet endroit-là, on peut se dire, ah, ok, là, c'est un vrai sujet, il faut faire un autre examen qui va confirmer la suspicion. Mais c'est un terrain d'exploration sur les nouveaux radiotraceurs, par exemple. On va essayer justement de ne pas avoir ces problèmes et dès qu'il y a un souci, ok, il y a une suspicion et voilà, on pourra détecter des choses en tout cas. En tout cas, ça progresse, magnifique. Ça progresse. Merci beaucoup. Et on va maintenant accueillir plutôt le professeur François-Clément Bidard, donc, qui est oncologue médical à l'Institut Curie, spécialisé dans les cancers du sein, et qui dirige aussi un groupe de recherche sur les biomarqueurs tumoraux circulants, dont il va nous parler maintenant dans le cadre de la détection de la rechute. Merci beaucoup. Donc, bon après-midi à tous et à toutes. Donc, l'idée, effectivement, c'était de vous parler rapidement de choses qu'on n'utilise pas forcément actuellement, en tout cas pas encore, qui sont les biomarqueurs circulants de nouvelle génération qui vont remplacer les marqueurs sériques qui ne servent malheureusement pas à grand-chose. Donc, j'étais très scolaire. Hein. Le sujet, c'est de ne pas vous parler de la rechute. On parle bien que le cancer est déjà connu, il a été traité au stade localisé, il n'y a pas de métastase. Et les patients ou patientes sont considérés donc en rémission, c'est-à-dire pas de traces de cancer résiduel dans l'organisme, tout en ayant la perspective d'une rechute, donc d'une réévolution tumorale dans les mois ou années qui suivent. Et biomarqueurs circulants, c'est tout ce qui peut être détectable dans le sang. Donc là, c'est vraiment un domaine de recherche, donc je vais utiliser quelque chose des points de vue de recherche. Finalement, qu'est-ce qu'on doit faire quand on doit... avant de dire tel truc et tel outil, que ce soit un PET scan, un scanner, une angiomammographie ou un biomarqueur qu'on va détecter par prise de sang, finalement, c'est quelles sont les étapes, est-ce que ça veut nous dire quelque chose, est-ce que ça nous sert à quelque chose. Donc,
Première étape qu'on va essayer de déterminer, c'est la validité d'un biomarqueur. C'est très simple, c'est est-ce que ça nous dit quelque chose de valable? D'accord? Parce que bien sûr, il n'y a jamais d'outil parfait. On est en médecine, il y a toujours des ratés. Le PET scanner, voilà, peut être vu comme l'imagerie du futur, mais il y a quand même des choses qui vont être ratées, etc. Donc en fait, il va falloir contourer, essayer de connaître au mieux où est-ce qu'un biomarqueur, finalement, quel que soit l'outil que vous avez utilisé, prise de sang ou imagerie ou autre, finalement, où est-ce qu'on est dans une zone de confort, c'est-à-dire ça marche bien, et où est-ce que ça ne va pas marcher. Ensuite, quand il s'agit de quelque chose de nouveau, il s'agit donc de définir son utilité. Son utilité, c'est qu'est-ce que ça ajoute de plus par rapport à ce que l'on fait déjà. Et en fait, c'est une question qui paraît bête, mais c'est absolument primordial. On veut progresser en médecine, pas régresser ou pas stagner. C'est-à-dire que juste reproduire ce qu'on fait déjà a pas ou peu d'avantages. Ça a un avantage si on gagne de l'argent, par exemple. C'est le troisième point que je n'évoquerai pas, c'est les évaluations du ratio coût-bénéfice. C'est-à-dire face à un outil, quel qu'il soit, hein, là c'est applicable à absolument tout, finalement, est-ce que ça vaut le coup, une fois qu'on a défini où est-ce que ça marchait et à quoi ça allait bien pouvoir servir. Donc, dans le cadre de la détection d'une rechute, on va décliner ces cadres, cette façon d'un peu de penser dans le développement d'un outil, sur la validité des biomarqueurs. Bah, du coup, ça va être, dans l'occurrence, l'exactitude à détecter une rechute. Ok, si mon biomarqueur, c'est la prise de sang, dit qu'il va y avoir une rechute, bah, est-ce qu'il va quand même y en avoir chez 100% des gens ou seulement 80%? Parce qu'on va 80%, c'est-à-dire qu'on va inquiéter à tort 20% des personnes en leur disant vous allez avoir une rechute alors qu'il n'y en aura pas. Et pareil, si le test est négatif, bah, est-ce que c'est vraiment fiable? Est-ce que vous pouvez repartir tranquillement chez vous après la prise de sang en vous disant chouette, il n'y aura pas de rechute? Ou alors c'est en fait, le test vous dit qu'il n'y a pas de rechute, mais en fait il n'y aura peut-être pas de rechute et ça peut quand même arriver. Bon. Et l'autre chose qu'on va utiliser, c'est là on parle de prises de sang qui vont être faites de manière régulière, tous les 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. L'intervalle est à déterminer, mais c'est le délai d'anticipation. C'est-à-dire finalement, si c'est pour avoir une prise de sang qui est un petit peu comme la cavalerie dans Lucky Luke, c'est-à-dire vous sortez de la consultation avec l'oncologue et l'oncologue vous a annoncé une rechute qui était symptomatique depuis quelques mois et la prise de sang arrive en disant attention, vous allez peut-être avoir une rechute, ça ne sert à rien. Faut que ça soit en avance et justement on va rentrer sur des considérations de combien de temps en avance pour que ça soit utile. Si c'est la veille de la consultation, ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt. Donc vous comprenez qu'on va essayer d'avoir des techniques et toute une approche technique qu'on ne va absolument pas discuter, qui va essayer d'être le plus tôt précoce. Et bien sûr, si on est plus tôt, est-ce qu'on ne diminue pas l'exactitude? C'est des balances à avoir. Donc tout ça, ça va nous occuper beaucoup. Je ne vais pas vous en parler beaucoup plus longtemps. L'utilité d'un biomarqueur, c'est améliore-t-on quelque chose? Donc, est-ce que quand on utilise ce biomarqueur, est-ce que est-ce qu'on améliore le devenir des rechutes ou le devenir plus exactement des patients et patientes qui peuvent présenter des rechutes? C'est l'objectif principal. Idéalement, la meilleure façon d'améliorer, ça serait d'empêcher la rechute, c'est-à-dire de dire attention, on va avoir une rechute, on a un moyen de l'empêcher. Mais ça peut être aussi attention, on va avoir une rechute, on a un moyen de commencer des traitements qui seront peut-être moins lourds que si on attend un peu plus tard pour commencer les traitements. Donc ça, vous comprenez qu'il y a différents niveaux de bénéfices qu'on peut obtenir. Et éviter une rechute, c'est quelque chose qui aurait, on va dire, pas de prix, en tout cas qui est très important. Si c'est, entre guillemets, juste pour donner une chimiothérapie à la place de 2 chimiothérapies quand il y a une rechute, peut-être forcément que le bénéfice est un petit peu moindre. Donc en fait, c'est pareil, c'est cette balance entre les efforts à déployer, l'efficacité de ces outils et qu'est-ce qu'on va en tenir. Donc je vais arrêter là pour entrer dans un truc, une histoire vraie. L'idée, c'est pas de vous faire un cours général, c'est de vous montrer ce à quoi on fait face, les potentiels d'un biomarqueur, qui est l'ADN tumoral circulant, les fragments d'ADN du cancer qui sont relâchés dans le sang. Ça, c'est une étude, c'est une histoire vraie donc, qui s'est passée à Curie. On a eu un essai clinique auquel on a proposé à des patients de participer, qui s'appelle ZEST, qui est une étude qui est terminée. Et je vous raconterai comment ça s'est terminé. C'est en fait une étude qui utilisait des données préliminaires avant l'essai clinique. Ces données étaient principalement celles-là, ça a été publié par des Anglais. Et vous voyez, c'est les patientes qui avaient tout un cancer du sein. Donc là, vous voyez, chaque patiente est une ligne, représentée par une ligne. Et au moment de l'opération, elles sont toutes alignées au moment de l'opération, vous voyez, sur ce trait rose, d'accord? Et ça, c'est le temps qui passe. Donc là, par exemple, la première patiente, elle a été opérée d'abord.
Le bloc bleu, c'est de la chimiothérapie. Le bloc gris, c'est la radiothérapie. Et chaque cercle ensuite, c'est une prise de sang avec le cercle est blanc, pas d'ADN détecté, pas de signal de rechute. Le cercle est noir, un signal de rechute. Et lorsqu'il y a une rechute qui a été détectée ensuite en cours du suivi, c'était une étude où les résultats n'étaient pas rendus, pas analysés en temps réel, pas rendus ni aux médecins ni aux patientes. C'est juste des prises de sang qui partaient au laboratoire. Et en fait, en suivant les patientes, un certain nombre d'entre elles ont eu une rechute qui est indiquée ici par ce trait rouge. Et alors, du coup, l'ensemble du trajet de l'histoire de la patiente est illuminé là en rose. Et donc, vous voyez finalement qu'il y a des patientes, toutes les patientes pour lesquelles il n'y a pas de trait rouge ici, donc si vous excluez ces patientes et ces patientes-là, toutes ces patientes-là n'ont jamais connu de rechute de leur cancer du sein. Vous voyez, c'est très visuel, hein. Tous les points sont blancs, pas d'ADN détecté. D'accord ? Donc en fait, l'ADN a dit pas de rechute, on voit pas de rechute, on voit pas de rechute, et ça continue comme ça. Si vous regardez les patientes qui ont connu une rechute de leur cancer, donc c'est les patientes qui ont cette barre rouge, vous vous rendez compte que là, cette patiente-là, par exemple, c'était négatif, négatif, négatif. L'ADN n'a pas détecté la rechute avant qu'elle ne survienne, ni même au moment où elle survient. Par contre, pour celle-là, vous voyez que cette patiente-là, il n'y avait pas eu de prise de sang avant, donc on ne sait pas trop avant, mais celle-là, il y a eu une prise de sang ici, une prise de sang là, les deux disaient, attention, il y a une rechute. Et donc, globalement, quand on fait des statistiques, on se rend compte que dès qu'il y a un point noir, finalement, il y a très souvent une rechute qui vient plus ou moins tard. On ne détecte pas toutes les rechutes, mais on va en détecter en grande partie. Et en médiane, cet outil-là permettait de détecter des rechutes du cancer du sein 9 mois à l'avance par rapport à la détection clinique, c'est-à-dire l'apparition de symptômes qui va déclencher des examens radiologiques, qui va faire que... Voilà. Donc, potentiellement intéressant, un outil qui a l'air d'être valide et en tout cas qui a l'avantage de ne pas inquiéter à tort. Vous voyez que les patientes qui n'ont pas rechuté, il n'y a pas de point noir chez ces patientes-là. Donc finalement, on arrive sur un modèle où on traite un cancer initial, on a des niveaux d'ADN tumoral circulant élevés au départ, et après le traitement, il y a des patientes qui vont être guéries, qui sont en rémission, mais en fait elles sont guéries, elles n'auront jamais de rechute. C'est le cas de la situation en vert, où l'ADN va passer en dessous du seuil de détection et ne redeviendra jamais positif. Et il y a des patientes qui vont avoir une résurgence de leur maladie, et ça va se traduire par une réapparition dans le sang de l'ADN tumoral circulant. D'accord ? Ce qu'on voyait précédemment ici, c'est-à-dire que c'était négatif au départ, et puis ça redevient positif, finalement il y a la rechute. OK ? Donc c'est assez facile, hein, ça passe en dessous du seuil de détection, puis ça remonte un petit peu avant la récidive. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça ? Il y a eu un essai clinique qui s'est basé là-dessus, l'essai ZEST, qui a proposé donc, de sélectionner, on a proposé à des patientes qui étaient à haut risque de récidive, déterminées parce qu'il y avait des différentes formes d'atteinte, de taille tumorale, etc. Donc on pensait que ces patientes étaient plus à risque de récidive, donc on leur a proposé de participer à l'étude. Et ces patientes, donc dans le cadre de l'étude ZEST, ont eu des prises de sang avec la même technique que vous venez de voir, c'est-à-dire des prises de sang régulièrement, pour rechercher si on détectait dans le sang un signal de rechute. Les patientes qui n'avaient pas de signal de rechute, c'était très bien, elles continuaient leur suivi, rendez-vous dans 6 mois, et on recommençait, etc. Mais par contre, les patientes qui, à un moment dans leur parcours, avaient une détection d'ADN tumoral circulant, donc elles étaient informées, les médecins étaient informés, elles étaient informées, en disant, attention, il y a de l'ADN tumoral circulant qui circule. Donc il y a un signal potentiel de récidive. La première chose qui était faite, c'est il y a possiblement une récidive, la première chose à faire, c'est de faire une imagerie, d'accord ? Donc un PET scanner ou un scanner, pour aller rechercher est-ce qu'il y a des traces est-ce qu'il y a déjà des métastases ou une récidive locale, est-ce qu'il y a une récidive quelque part dans le corps. Et s'il y a une récidive, qu'est-ce qu'on fait ? On doit forcément la prendre en charge. S'il y a des métastases, on doit commencer le traitement de première ligne métastatique. S'il n'y a pas de métastase, c'est une récidive locale, on peut la traiter localement, mais il faut qu'on s'en occupe. Par contre, eux, ce qu'ils visent dans cette étude, c'était ce moment où la prise de sang est positive, mais on ne voit pas encore la rechute. D'accord ? Et le but de cette étude, c'était de dire, ces patientes-là, en temps normal, on ne leur fait pas la prise de sang, donc on ne sait pas qu'elles vont rechuter. Donc en temps normal, on ne leur fait rien. Donc, si on est capable d'intercepter une rechute moléculaire, qui n'est pas encore une rechute visible à la radiologie, on peut leur proposer peut-être un médicament qui pourrait empêcher la rechute. D'accord ? C'est très séduisant comme approche. Et donc, c'est une approche qui était proposée dans ZEST. Donc, si il y avait une positivité de ctDNA et pas de rechute retrouvée au moment de la positivité de l'ADN, il y avait un tirage au sort
dans le cadre de l'étude, donc les patients étaient bien sûr largement informés, il faut signer les consentements, les papiers dans les études cliniques, disant on vous donnera un médicament, mais ni vous ni le médecin ne saurez si c'est un placebo, c'est-à-dire en fait on fait comme d'habitude, on fait rien, ou alors on vous donne le médicament qui est censé empêcher la rechute. D'accord ? Le but étant de montrer que donner le médicament qui empêche la rechute fait mieux que de ne pas donner de médicament. Ça paraît évident, mais il faut le démontrer, parce que si on ne le démontre pas de manière propre, on n'a pas le droit ensuite de commercialiser ce médicament. Donc ça, c'est une démarche de recherche clinique. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Et c'est pareil dans le reste du monde. Je suis désolé, ça prend un petit peu plus de temps que prévu. On a eu plusieurs dizaines de femmes en rémission donc, qui ont participé à cette étude. Je ne vous mets pas les chiffres exacts parce que ça reste... environ 5% ont eu un test sanguin positif au cours du suivi. Donc tout de suite, vous imaginez, il y a eu 95% de gens pour lesquels le test n'a rien montré jamais. Elles allaient très bien. En fait, elles auraient très bien allé même sans le test de sang. En fait, finalement, c'est juste pour dire un résultat en disant il ne se passe rien, tout va bien. Ça peut avoir un intérêt psychologique, mais ça n'a pas forcément un intérêt médical, ça ne change rien à leur parcours. Donc déjà, vous voyez, 95% des tests sont faits pour rien. 5% ont eu un test sanguin positif. Et donc, du coup, quand on fait un test sanguin positif, encore une fois, la première chose qu'on fait, c'est qu'on part à la recherche de la rechute. Les situations cliniques qu'on a rencontrées avec, lorsqu'on envoyait les patientes en médecine nucléaire ou en radiologie faire leurs examens pour détecter les rechutes, surtout en disant aux médecins radiologues, aux médecins nucléaires, attention, il y a de l'ADN tumoral circulant, là, les médecins nucléaires et les radiologues se disent, tiens, je vais passer un peu plus de temps à trouver la rechute. Parce qu'ils savent qu'il y a une rechute, vu qu'il y a de l'ADN tumoral circulant. Donc, en fait, dans certains cas, on avait même, pour certaines patientes, des récidives déjà détectées avant que les résultats du test ne soient connus. C'est-à-dire que la patiente arrivait en consultation, il y avait une masse anormale dans le sein ou ailleurs, les cliniciens disaient, bon, là, il y a une rechute, la patiente, dans le cadre de l'étude, faisait la prise de sang arrive 3 semaines plus tard, en fait, on savait déjà depuis la consultation qu'il y avait déjà une rechute. Ça, c'était quelques patientes. On a eu aussi un plus grand nombre de patientes avec des récidives métastatiques diffuses qui ont été détectées à l'imagerie déclenchée par le test. Donc en fait, ADN tumoral circulant positif, on fait une imagerie, on trouve des métastases. Donc les patientes vont commencer leur traitement pour les métastases, mais elles ne participent pas à la partie de l'étude, la partie suivante de l'étude pour empêcher les rechutes. Elles ont déjà une rechute radiologique. On a eu une femme pour laquelle on a détecté une récidive locale, un ganglion sous le bras, sans atteinte ailleurs. Cette patiente, on a pu la réopérer. D'accord. Et en fait, cette patiente-là, pareil, il a fallu la traiter. Ce n'est pas une rechute isolée dans le sang. Il y avait une rechute quelque part, il fallait la traiter. La patiente n'a pas participé à l'étude, à la partie avec médicaments anti-rechute ou pas médicaments anti-rechute. Et au total, on a eu 0 de toutes les patientes qui ont participé à la partie de l'étude qui était prendre le médicament anti-rechute versus prendre un placebo. Parce qu'en fait, chez toutes les patientes, on a détecté la rechute radiologiquement. Probablement parce que nos radiologues étaient un petit peu titillés par l'idée de peut-être passer plus de temps, peut-être pas, on ne sait pas, on peut toujours discuter. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, on pensait avoir un créneau dans lequel on pourrait intercepter les rechutes, mais en fait, on les trouve plus tôt. Et est-ce que ça sert à quelque chose de trouver plus tôt les rechutes dans le cancer du sein? Pour l'instant, ce n'est pas formellement démontré. Ce qui va compter face à une rechute, c'est la sensibilité face au traitement. Que la rechute soit détectée en janvier, en février ou en mars, si c'est une rechute avec des métastases, ce qui va compter en fait à ce moment-là, c'est plus la sensibilité du cancer au traitement que le fait qu'on ait trouvé en janvier, en février ou en mars. Par contre, les femmes qui ont eu leur cancer en janvier vont avoir 2 mois de plus de chimiothérapie ou de traitement. Ce qui n'est pas forcément non plus une excellente chose, donc il y a des balances à avoir. Donc au total, c'était juste pour vous montrer un panorama, pour pouvoir explorer tous les concepts. L'essai ZEST en question était un essai qui était conduit par un essai pharmaceutique, ce n'était pas notre étude, on y participait, mais ce n'était pas notre étude. Ça a été interrompu parce qu'il n'y avait quasiment aucune patiente qui est allée dans la partie qui devait servir à montrer que leur molécule pouvait empêcher les rechutes. C'est un échec pour l'implémentation, mais est-ce que ça a été un échec pour tout le monde? Si on regarde les patientes qui ont participé à Curie, finalement, il y en a un certain nombre, tout au moins ces patientes-là et ces patientes-là qui ont eu finalement une nouvelle qu'on aurait ignorée autrement. Et je suis absolument persuadé que pour cette patiente-là, on venait de la voir cliniquement, tout va bien. En fait, tout n'allait pas bien et il y avait une récidive qui se préparait. Si on avait attendu, il est probable que cette récidive locale aurait évolué en récidive métastatique
Et peut-être que pour cette patiente-là, parmi les plusieurs dizaines, ça a changé beaucoup de choses. Donc, l'essai en lui-même est un échec. Ce pourquoi il était fait n'est pas démontré. Mais peut-être qu'au passage, il y a quelques personnes qui en ont tiré à faire. Mais c'est quoi ces quelques personnes à mettre en balance face à toute l'intensité de travail, d'argent qu'il a fallu pour mettre ça en place? Et donc, justement, il faut réussir à... C'est toute la balance des chercheurs, montrer qu'on peut améliorer les choses sans dépenser non plus des milliards, parce que ça ne serait pas acceptable pour le système de santé. Donc, c'est ce que je dis. Est-ce que le test de ctDNA est valide? On a bien trouvé des métastases, mais est-il utile? Et à qui, et quand, et comment? Personnellement, je pense que oui, mais encore une fois, il faut le démontrer. Et je ne vous embête pas, mais on a un essai clinique qu'on espère relancer bientôt sur ce sujet qui n'aura pas de médicament anti-rechute, mais qui s'intéressera à démontrer uniquement la partie de détection précoce de l'ADN tumoral circulant et l'impact, le fait justement de montrer qu'en détectant plus tôt, on arrive à changer quelque chose. Merci de votre attention et je suis très en retard. Merci beaucoup. Oui, effectivement, on est un peu en retard sur le planning, donc on va prendre quelques questions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions à distance. En tout cas, il y en a une ici. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Comment vous faites sur la slide où vous montrez les deux seuils d'imagerie et de ctDNA, comment vous faites pour dessiner la courbe sous les seuils, sous le seuil le plus bas, la forme de la courbe? Là, c'était un dessin juste pour penser. Il n'y avait pas de... On ne sait pas. Enfin, on sait que c'est en dessous du niveau de détection, que ça réapparaît au bout d'un certain temps. Donc, des techniques plus sensibles peuvent aider, mais globalement, on a quand même... En fait, c'est négatif, 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 jusqu'à ce que ça remonte au-dessus du seuil de détection. Donc, après, la forme dessous, on n'en sait rien. Alors, il y a une question là. Merci. Est-ce que cet examen peut servir aussi à détecter un premier cancer et tout type de cancer? Donc, cet examen-là, ce que je vous ai montré, c'est des techniques qui sont faites où on suit dans le sang des mutations connues pour être dans le cancer initial. Donc, il faut analyser le cancer initial, trouver les mutations et ensuite aller les chercher dans le sang. Et donc, du coup, on sait que ce qui rechute, c'est le cancer initial. S'il y a un autre cancer qui se développe, le test passera complètement à côté. Quelqu'un qui a un cancer du côlon après un cancer du sein, le test ne suit que le cancer du sein. Donc, ces tests-là, non. Après l'ADN tumoral circulant par d'autres techniques, c'est-à-dire des prises de sang, il y a des applications qui sont en train d'essayer de se développer plus laborieusement en termes de dépistage pour trouver pan-cancer, des choses, etc. Bon, c'est un autre sujet que je n'ai pas traité vu qu'aujourd'hui, c'était rechute. Et est-ce qu'on pourrait imaginer, là, ce matin, on parlait aussi donc, du suivi dans le cancer du sein en général, avec des profils de rechute dans le temps qui sont différents entre les cancers triple négatifs, HER2, RH+, etc. Là, on voit un exemple où on prend des prises de sang d'ADN circulant très, très régulièrement. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer en faire moins souvent, plus à distance, par exemple, pour se dire, bah, tiens, ces patientes RH+, qui avaient quand même un certain risque, a priori, elles n'auront rien, mais bon, se dire, on pourrait le positionner de façon plus sporadique, donc pas forcément trop coûteuse, mais pour peut-être aller limiter en fait, ces rechutes tardives qui sont souvent malheureusement métastatiques. Est-ce que c'est des choses que vous réfléchissez aussi? Oui, c'est tout à fait ça. Après, en fait, il faut voir qu'il y a une course technologique aussi qui fait que les tests deviennent de plus en plus sensibles. Plus on devient sensible, plus on prédit à l'avance. Plus on prédit à l'avance, plus on peut limiter les prises de sang. Si on prédit les rechutes 2 ans à l'avance, il y a besoin de faire une prise de sang que tous les 1 an à peu près, etc. Donc, pour l'instant, on n'en est pas encore au seuil d'optimiser les intervalles parce que l'évolution technologique continue. Mais ça se stabilisera un jour avec des prises de sang qui seront... tous les 6 mois, probablement, peut-être tous les ans, si ça marche très très bien, mais on restera quand même sur des périodes probablement tous les 6 mois. Tout d'abord, merci pour votre présentation. Mais j'avais une question, parce que il y a quelques temps, maintenant, quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça non plus, la première fois que j'ai entendu parler d'ADN, ADN-TC, j'avais entendu parler plutôt dans un plus grand ensemble ils appelaient ça les biopsies liquides, les néobiopsies liquides. Souvent mis en trio avec du coup les mini ou micro-ARN, je ne sais plus, les exosomes du coup, et également le CTC, les cellules tumorales circulantes également. Et de manière assez globale, les études sur lesquelles j'étais tombé, que j'avais regardé à l'époque, les plus grosses problématiques c'était, on va prendre l'exemple de l'ADN-TC, par exemple, que c'était très dépendant aussi des cancers.
que dans le cas, par exemple, de tumeurs cérébrales, bah, la barrière hémato-encéphalique bloquée, du coup, et aussi dans d'autres cas de cancer, bah, les cancers ne sécrétaient pas d'ADNTC, donc en soi que c'était pas forcément concluant. Mais aussi, un autre point, c'est que ça, à l'époque en tout cas, ça semblait ressortir que bah, ça nous indiquait des fois qu'il y avait une récidive, mais vraiment, ça permettait pas vraiment de déterminer seul vraiment la zone, si c'était local, périphérique ou autre. Et donc, en soi, que c'était pas encore assez avancé pour être réellement une innovation, étant donné que bah, à côté, il fallait toujours faire les mêmes examens qu'avant pour pouvoir mieux trouver en cas de rechute. Mais cependant, étant donné que c'était il y a pas mal de temps, est-ce qu'il y a des évolutions dans le bon sens vis-à-vis de ces petites limites? Tout à fait. Alors, ce que vous avez dit est tout à fait vrai. Biopsie liquide, c'est un terme général hein, de caractérisation de la maladie. Là, on parlait vraiment de suivi quantitatif, c'est-à-dire on descend, ça remonte. Là, je ne vais pas aborder l'aspect caractérisation de la maladie, savoir s'il fallait donner un traitement A ou un traitement B ou un traitement C. C'est une autre dimension de l'ADN tumoral circulant, mais ce n'était pas dans le sujet d'aujourd'hui. Donc, vous avez raison pour dire que la performance du ctDNA varie un peu selon les types de tumeurs. Certaines tumeurs vont fabriquer plus, d'autres moins. On a ces limitations et ça fait partie de ce que j'ai dit initialement, de la cartographie de où est-ce qu'on va être performant ou où est-ce qu'on ne va pas l'être. Le ctDNA va être performant dans beaucoup de tumeurs, mais avec des caractéristiques qui vont varier d'une tumeur à l'autre, éventuellement d'un patient à l'autre. Néanmoins, les progrès technologiques, par rapport à quelques années, font que on va se retrouver avec un outil qui va être applicable dans une très grande majorité de tumeurs. Donc un outil globalement très performant qui se dessine et dont les performances sont suffisamment convaincantes pour qu'aux États-Unis, ces outils dont je viens de vous parler sont déjà plus ou moins remboursés dans le cancer du sein. On ne sait pas à quoi ils servent formellement, on n'a pas démontré qu'on améliorait le devenir des patientes, mais patientes à haut risque aux États-Unis, elles ont maintenant une grande partie des suivis, comme je viens de montrer, hein, avec les points blancs qui deviennent noirs, etc. Donc c'est vraiment en train d'implémentation, on sort de la recherche, on est en train de sortir de la recherche de laboratoire, on est à des stades de recherche, d'implémentation clinique, savoir le meilleur intervalle, quelle patiente exactement, etc. C'est plus de la recherche de labo, alors que les vésicules extracellulaires, les CTC restent encore un peu côté laboratoire et ne sont pas encore utilisés en routine. Donc voilà, après, il y avait d'autres choses dans votre question, il y avait plein de choses exactes, mais comme j'ai oublié le reste, je m'arrête là. Non, ça s'améliore. Vraiment, ça évolue. Et des limitations que vous avez pu entendre il y a 5 ans, maintenant, on est passé dessus, en partie. Pas tout, mais en partie.